Ma femme a dit au juge, c'est un bon à rien. Il n'a même pas les moyens de nourrir ses propres enfants. La salle d'audience a ri. Je suis resté assis là dans mon costume usé et je n'ai rien dit. Puis le juge a reçu un appel téléphonique. Il s'est absenté pendant 20 minutes. Quand il est revenu, il a regardé ma femme et a dit, « Madame, avez-vous la moindre idée de qui est réellement votre mari ?» Rebonjour à tous. Je suis Buddy et c'est la saga de Buddy. L'histoire d'aujourd'hui est celle d'un homme qui a été blessé par les personnes en qui il avait le plus confiance, mais toutes les histoires ne se terminent pas dans la douleur. C'est parti. Ma femme a regardé le juge et a dit, « C'est un parasite, il ne peut même pas nourrir ses propres enfants. » La salle d'audience a ri. Pas tout le monde, pas le juge, mais suffisamment de personnes dans la galerie pour que je le sente. Cette vibration particulière d'humiliation publique qui commence dans la poitrine et irradie vers l'extérieur jusqu'à ce que les doigts de la main deviennent engourdis. Une femme au deuxième rang a couvert sa bouche. Un homme vers l'arrière a secoué la tête comme s'il venait d'entendre la blague la plus triste du monde. L'avocate de Petra, Dana Caulfield, s'est permis un petit sourire satisfait, le sourire d'une femme qui venait de porter le coup qu'elle avait répété toute la semaine. J'étais assis sur ma chaise à la table des défendeurs, dans la salle d'audience 4 du tribunal supérieur du comté de Chatham, à Savannah, en Géorgie, le 11 décembre 2024, portant un costume bleu marine que j'avais acheté chez Goodwill il y a 6 ans pour $38. Les épaules étaient légèrement trop larges, les poignets effilochés. La poche gauche avait une petite déchirure près de la couture que j'avais réparée avec une aiguille et du fil parce que je ne voyais pas l'intérêt d'acheter un nouveau costume quand celui-ci fonctionnait encore. Je n'ai rien dit, non pas que je n'avais rien à dire, j'avais beaucoup à dire, mais j'avais appris il y a longtemps, d'un homme qui pêchait des crevettes dans la rivière Wilmington pendant 30 ans, que la personne la plus bruyante dans la pièce est rarement la plus importante. Mon père disait toujours, laisse-les parler, Corbin. La rivière ne discute pas avec les rochers, elle les contourne. Alors, j'ai laissé Petra parler. J'ai laissé Dana Caulfield parler. J'ai laissé la galerie rire. Et j'ai attendu. Mais avant de vous dire ce qui s'est passé ensuite, avant de vous parler du juge, des 20 minutes et de la question qui a tout changé, je dois vous dire comment je me suis retrouvé dans cette chaise. Parce que cette histoire ne parle pas d'un tribunal. Elle parle d'un choix que j'ai fait il y a longtemps, un choix d'être invisible et ce qui est arrivé quand le monde a décidé que je n'avais pas d'importance. Je suis concierge. Du lundi au vendredi, de 18h à 2h du matin, je nettoie les sols, les salles de bain, vide les poubelles et essuie les tableaux à l'école primaire Jefferson sur Water Avenue à Savannah, en Géorgie. Je gagne $13.50 de l'heure. Je conduis une Honda Civic de 2009 avec 187 000 miles au compteur et un rétroviseur côté passager maintenu avec du ruban adhésif. Je vis dans un appartement loué sur Skidaway Road qui coûte $875 par mois, charges comprises, ce qui signifie que la climatisation fonctionne dans toutes les pièces sauf la chambre, qui est la seule pièce où j'en ai réellement besoin, car Savannah en été n'est pas une ville. C'est un sauna avec des feux de circulation. Je m'appelle Corbin Mayor, j'ai 42 ans. Et si vous regardiez ma vie de l'extérieur, depuis le parking de l'école élémentaire Jefferson, où ma Honda est garée à côté de la Toyota de Nestor et des autres voitures appartenant à ceux qui nettoient les bâtiments pour gagner leur vie, vous verriez exactement ce que ma femme a vu. Un homme qui avait abandonné, un homme qui s'était résigné, un homme qui passait la serpillière parce qu'il ne pouvait rien faire d'autre. Vous auriez tort. Mais j'y reviendrai. J'ai grandi à Savannah. Pas la Savannah du quartier historique, pas la Savannah des places, de la mousse espagnole et des touristes faisant des visites fantômes. J'ai grandi dans l'autre Savannah, la Savannah au sud de Victory Drive, où les maisons sont petites et les allées fissurées, et où l'épicerie la plus proche est à 20 minutes en bus. Mon père, Hollis Mayor, était pêcheur de crevettes. Il travaillait à Thunderbolt, la petite communauté de pêcheurs sur la rivière Wilmington, juste à l'est de la ville. Il quittait le quai tous les matins à 4 heures et rentrait chez lui sentant le sel. Le diesel est cette sorte particulière d'épuisement qui s'installe dans les os d'un homme lorsque son corps a travaillé plus dur que ce que son salaire peut justifier. Il gagnait juste assez pour payer les lumières et remplir le réfrigérateur, et il considérait cela comme un succès. Il est mort quand j'avais 14 ans, d'une crise cardiaque sur le bateau. Ils l'ont trouvé sur le pont avec un filet à la main. Les autres crevettiers ont dit qu'il remontait un filet quand c'est arrivé, ce qui signifie qu'il est mort en travaillant, ce qui signifie qu'il est mort comme il a vécu, donnant tout ce qu'il avait à quelque chose qui lui rendait juste assez pour le faire continuer.
Ma mère, Opel, nettoyait des chambres à l'hôtel d'Otto sur Liberty Street. Elle a fait cela pendant 22 ans jusqu'à ce que son dos la lâche et que le médecin lui dise qu'elle ne pouvait rien soulever de plus lourd qu'une tasse de café. Elle avait 59 ans. Elle soulevait des matelas et frottait des baignoires depuis qu'elle avait 37 ans, et le travail avait compressé 3 disques de sa colonne vertébrale en quelque chose que le médecin a décrit comme « structurellement compromis », ce qui est une façon médicale de dire « brisé ». Elle vit maintenant à Thunderbolt, dans une petite maison sur Bonaventure Road, avec la sécurité sociale et un paiement mensuel que j'envoie par le bureau de mon avocat. Elle pense que c'est une prime de travail. Je la laisse le croire. J'ai appris à coder seul à 16 ans, pas à l'école. L'école n'avait pas de cours d'informatique, pas de vrai, juste une pièce avec 8 vieux ordinateurs de bureau et un professeur qui en savait moins que moi. J'ai appris à la bibliothèque publique Live Oak sur Bull Street. Chaque après-midi après l'école, je prenais le bus jusqu'au centre-ville, m'asseyais devant un ordinateur de la bibliothèque et apprenais le HTML en premier, car c'était le plus facile pour voir des résultats. Puis le JavaScript, puis le Python, puis tout le reste. Un langage à la fois, un tutoriel à la fois, un message d'erreur à la fois. La bibliothécaire, une femme nommée Madame Padet, me laissait rester après la fermeture une fois par semaine. Elle fermait à clé autour de moi et disait « Ne vole rien, Corbin ». Je ne l'ai jamais fait, sauf la connaissance, ce que Madame Padet disait ne pas compter. À 19 ans, j'ai trouvé un emploi dans une petite entreprise informatique à Savannah, Dataor Solutions, 12 employés, un bureau au-dessus d'un magasin de sandwichs sur Breton Street. Pas de diplôme, pas de certification, juste un portefeuille de projets que j'avais construit sur des ordinateurs de bibliothèque et une volonté de travailler plus dur que n'importe qui d'autre dans la pièce. Ils m'ont commencé à 11 $ de l'heure. En 2 ans, j'étais leur développeur principal. En 4 ans, je dirigeais leur division de cybersécurité, qui n'était que moi et un gars nommé Phil, qui buvait trop de Mountain Dew et pouvait déjouer un pare-feu dans son sommeil. C'est là que j'ai vu le problème. Les petites banques, les banques communautaires, les coopératives de crédit, les petites institutions financières qui servaient les quartiers, les petites villes et les communautés agricoles du Sud-Est, elles étaient détruites par les cyberattaques, rançongiciels, hameçonnage. Violation de données. Les grandes banques avaient des budgets de sécurité de plusieurs millions de dollars. Les petites banques avaient Phil et moi, et une prière. J'ai commencé à construire Stonewall dans mon garage en janvier 2016. L'idée grandissait dans ma tête depuis des mois, mais ce janvier-là, je me suis enfin assis et j'ai commencé à écrire le code. 3 mois plus tard, en avril, Ezra est né. Cet été-là, il dormait dans un berceau à 3 mètres de mon bureau, et j'écrivais du code jusqu'à 3 heures du matin tous les soirs, une oreille attentive à sa respiration et un œil sur l'écran. 14 mois de cela. 14 mois de paternité en écran partagé et d'ingénierie obsessive, mon fils grandissait dans le berceau pendant que le logiciel grandissait sur l'écran. Stonewall était une plateforme de cybersécurité conçue spécifiquement pour les petites et moyennes banques, pas le logiciel d'entreprise lourd et trop cher que les grands fournisseurs vendaient. Quelque chose de simple, efficace, abordable, quelque chose qui pourrait protéger une banque communautaire en Géorgie rurale avec la même force que celle qui protégeait une entreprise de Wall Street. J'ai terminé la première version en mars 2017. Je l'ai licencié par l'intermédiaire d'une société que j'ai créée, Mayor Digital LLC, enregistrée dans le Delaware, avec toutes les communications traitées par mon avocat Fletcher Grigg. Pas de site web public, pas d'entretien, pas de photographie, pas de lien entre Corbin Mayor, la personne, et Stonewall, le produit. La première banque à l'acquérir fut plantée First à Statsboro, puis Ogeechee Community Credit Union, puis une banque à Valdoa, puis une à Brunswick, puis 3 en Caroline du Sud, puis 12 en Alabama. La nouvelle s'est répandue comme elle le fait dans les petites communautés bancaires, par le biais de conférences et d'appels téléphoniques, et de la confiance particulière qui existe entre les personnes qui servent le même type de clients dans le même type de ville. Aujourd'hui, Stonewall est licencié par plus de 400 banques dans le sud-est des États-Unis. Elle génère environ 2,8 millions de dollars par an en frais de licence. Ma valeur nette totale, après 7 ans de revenus moins les impôts, les dépenses et les réinvestissements, est d'environ 14,6 millions de dollars. Et je nettoie les sols à l'école élémentaire Jefferson pour 13,50 $ de l'heure. Je sais ce que vous pensez. Vous pensez que je suis fou. Vous pensez qu'aucune personne saine d'esprit ne s'assoit sur 14 millions de dollars et conduit une Honda Civic avec du ruban adhésif sur le rétroviseur.
vous pensez qu'il doit y avoir quelque chose qui ne va pas chez moi, une pathologie, un dysfonctionnement, une pièce cassée qui me fait vivre comme si j'étais pauvre alors que je ne le suis pas. Peut-être. Mais laissez-moi vous raconter ce que j'ai vu en grandissant, et ensuite vous pourrez décider. Mon oncle Daryl, le frère de mon père, a gagné 40 000 $ dans un règlement après un accident de voiture en 2001. Il avait 38 ans, n'avait jamais eu plus de 500 $ sur son compte bancaire à la fois, et soudain il avait 40 000 $. En 6 mois, il avait un nouveau camion, une nouvelle petite amie et une habitude de cocaïne qui a dévoré l'argent comme le feu dévore le papier. Il est mort à 40 ans, overdose dans une chambre de motel sur l'autoroute 80. Le camion a été repris, la petite amie était partie, l'argent était parti. Tout était parti. Ma cousine l'aînée a épousé un homme nommé Curtis qui lui a dit qu'il était entrepreneur. Curtis a vidé son compte d'épargne, a fait plafonner 3 cartes de crédit à son nom et a disparu au Texas, la laissant avec 67 000 $ de dette et une fille de 2 ans. L'aînée a maintenant 2 emplois. Elle a 44 ans et en paraît 60. Et mon père, l'homme le plus heureux que j'ai jamais connu, un pêcheur de crevettes qui n'a jamais eu plus de quelques milliers de dollars à son nom, qui a porté les mêmes bottes jusqu'à ce que la semelle se sépare de la tige. Qui considérait une bonne journée comme une journée où la prise était importante et le moteur ne s'arrêtait pas. Il n'avait pas besoin d'argent pour être heureux. Il avait besoin de la rivière. Il avait besoin du travail. Il avait besoin de rentrer chez lui en fin de journée et de s'asseoir sur le porche avec ma mère et de regarder le soleil se coucher sur le marais. J'ai décidé à 25 ans que si jamais je gagnais de l'argent réel, personne ne le saurait. Non pas parce que j'en avais honte, mais parce que j'avais vu ce que la visibilité fait. Cela change la façon dont les gens vous regardent. Cela change la façon dont ils vous traitent. Cela attire les mauvaises personnes et repousse les bonnes. L'argent est un projecteur, et je n'ai jamais voulu être sur scène. Alors, j'ai construit un mur autour de lui. Stonewall pour les banques, un autre type de mur pour moi-même. J'ai pris le poste de concierge en 2021, non pas parce que j'avais besoin du revenu, mais parce que j'avais besoin de quelque chose qui me gardait honnête, quelque chose qui me rappelait chaque nuit que le travail est le travail, qu'aucun labeur n'est en dessous d'une personne. Que l'homme qui nettoie le bâtiment est aussi essentiel que l'homme qui le dirige. J'avais besoin de callosité aux mains et d'un mal de dos à 2 heures du matin, et de l'odeur de nettoyant industriel sur mes vêtements, parce que ces choses me gardaient connecté au monde dans lequel vivait mon père, au monde dans lequel vivait ma mère, au monde qui a fait de moi ce que je suis. Nestor Vidal, mon collègue concierge, a 45 ans. Il est venu de la République dominicaine en 2009. Il était électricien agréé à Saint-Domingue, mais ses diplômes n'ont pas été reconnus. Il travaille de nuit et suit des cours le jour, reconstruisant lentement sa carrière dans un pays qui l'a obligé à repartir de zéro. Nous nettoyons les sols ensemble 5 soirs par semaine. Nous parlons de nos enfants, de baseball, de l'indignité particulière de nettoyer après des gens qui ne remarquent même pas votre existence. C'est l'un des meilleurs hommes que je connaisse. Il n'a aucune idée que je pourrais acheter l'école que nous nettoyons. Et c'est exactement comme ça que j'ai gagné. J'ai rencontré Petra Solu en 2012. J'avais 30 ans, je travaillais chez Dataor le jour et je commençais à construire ce qui allait devenir Stonewall dans ma tête la nuit. Elle avait 27 ans, elle était chef de bureau chez un concessionnaire automobile sur Abercorn Street, jolie, ambitieuse et pleine de ce genre d'énergie qui me faisait croire qu'elle pouvait voir au-delà des apparences. Elle ne le pouvait pas, mais je ne le savais pas encore. Nous nous sommes mariés en juin 2014. Petite cérémonie au tribunal. Je gagnais déjà de l'argent discrètement grâce à des travaux de cybersécurité en freelance, mais je le gardais séparé, via le bureau de Fletcher, invisible. Petra savait que je m'intéressais aux ordinateurs, mais elle ne comprenait pas ce que cela signifiait, et ne s'en souciait pas particulièrement. Elle se souciait que j'ai un travail stable, que je sois fiable, que je sois là. Quand j'ai quitté Dataor en 2019 pour me consacrer à temps plein à Stonewall, j'ai dit à Petra que je faisais du conseil informatique en freelance. Elle me voyait travailler sur mon ordinateur portable dans le garage. Elle voyait de l'argent arriver, assez pour couvrir ma part des factures. Elle ne posait pas de questions parce que les réponses ne l'auraient pas intéressée. Quand j'ai pris le poste de concierge en 2021, tout a changé. Tu vas être concierge. Elle a dit ça comme si je lui avais dit que j'allais devenir un clown professionnel. C'est un travail honnête. C'est 13 $ de l'heure, Corbin. Je gagne 52 000 $ par an.
Tu vas nettoyer les sols pendant que je paie le prêt immobilier. Je couvrirai ma part. Ta part? Ta part de quoi? De cette vie? De cette vie insignifiante dans cette maison insignifiante avec cette voiture insignifiante? Elle a fait un geste vers la Honda dans l'allée. Je n'ai pas signé pour ça. Pourquoi as-tu signé? Plus. J'ai signé pour plus. Le mépris a grandi à partir de là. Ce n'était pas soudain, c'était géologique. Couche par couche, année après année, le sédiment de sa déception s'est accumulé jusqu'à former un mur entre nous qu'aucune conversation ne pouvait pénétrer. Elle a arrêté de me présenter à ses collègues. Quand les gens lui demandaient ce que faisait son mari, elle disait parce que « concierge » était un mot qu'elle ne pouvait pas prononcer à voix haute. Elle a commencé à rentrer plus tard, à passer du temps avec ses collègues au concessionnaire, en particulier avec son patron, un homme nommé Rylan Haupt, qui conduisait une BMW et portait des montres qui coûtaient plus cher que ma voiture. Je ne sais pas si elle a couché avec Rylan. Je n'ai pas enquêté. Je n'ai pas installé de caméra. Je n'ai pas vérifié son téléphone. Ce n'est pas qui je suis. Mais j'ai vu la façon dont elle parlait de lui. L'admiration dans sa voix, la comparaison dans ses yeux chaque fois qu'elle me regardait et voyait un concierge là où elle voulait voir un homme comme Rylan. Elle a demandé le divorce en septembre 2024. Je n'étais pas surpris. Je l'avais vu venir comme on voit le temps se gâter à l'horizon. Des nuages sombres s'accumulant, l'air devenant immobile, la pression chutant. On sait que la tempête arrive, on ne peut pas l'arrêter. On peut seulement décider comment on va la supporter. Elle voulait la maison. Elle voulait la garde exclusive, elle voulait une pension alimentaire, elle voulait une pension compensatoire. Et elle voulait que je sache, en termes explicites, publics et indéniables, que j'étais moins qu'elle, que j'avais échoué en tant que pourvoyeur, en tant que mari, en tant qu'homme. Elle a embauché Dana Caulfield. Dana avait 44 ans, agressive, elle a bâti sa carrière sur ce qu'elle appelait « l'égalisation de la dynamique de pouvoir financier dans le divorce », ce qui était une façon raffinée de dire qu'elle prenait tout ce qu'elle pouvait des maris et le donnait aux épouses. Elle était douée pour ça. Elle était chère. Et elle me regardait de l'autre côté de la salle d'audience comme un faucon regarde une souris des champs. Je me suis représenté. Fletcher Grigg m'a supplié de ne pas le faire. Corbin, c'est de la folie. Tu vas à une audience de garde sans avocat. Tu as 14,6 millions de dollars. Engage un avocat. Je n'ai pas besoin d'avocat, Fletcher. J'ai besoin que le juge voie qui je suis. Qui tu es? C'est un homme en costume Godwill qui se représente contre l'une des avocates les plus agressives de Savannah en droit de la famille. Exactement. C'est qui je veux que le juge voie. Pour l'instant. Et quand veux-tu que le juge voie le reste? Quand ça comptera. Fletcher resta silencieux un instant. Tu joues un jeu à long terme. Je joue un jeu à long terme depuis 7 ans, Fletcher. Ce n'est que le dernier coup. Voici ce que j'ai demandé à Fletcher de faire. 2 jours avant l'audience, il a soumis une déclaration financière scellée au tribunal par les voies légales appropriées. La déclaration contenait tout. Mayor Digital LLC, les accords de licence de Stonewall, les relevés de revenus, les soldes des comptes fiduciaires, les portefeuilles d'investissement, les déclarations de revenus des 7 dernières années, tous vérifiés par un expert comptable judiciaire indépendant que Fletcher avait engagé. Tous déposés sous scellé en raison d'informations commerciales propriétaires et de protection de secrets commerciaux. Le juge l'aurait. Le juge l'examinerait. Et le moment venu, le juge saurait exactement qui était assis dans ce costume Godwill. 11 décembre 2024. Salle d'audience 4. Juge EMTT Lavelle président. Le juge Lavelle avait 62 ans, ancien marine, 18 ans au barreau. Le genre de juge qui dirigeait sa salle d'audience comme un capitaine dirige un navire, avec une autorité absolue et une tolérance zéro pour le théâtre. Il avait une réputation d'équité que même les avocats qui perdaient dans sa salle d'audience respectaient. Dana Caulfield a présenté l'affaire de Petra en premier. Elle était raffinée, efficace, dévastatrice. Votre honneur, la pétitionnaire, Petra Mayor, est la principale pourvoyeuse financière de cette famille. Elle gagne 52 000 $ par an en tant que responsable de bureau, occupant un emploi stable depuis plus de 6 ans. Le défendeur, Corbin Mayor, est employé comme concierge de nuit à l'école élémentaire Jefferson, gagnant environ 28 000 $ par an.
Il conduit un véhicule de 15 ans avec près de 200 000 miles. Il réside dans un appartement loué. Il n'a déclaré aucune épargne, aucun investissement, aucun compte de retraite et aucun actif de quelque nature que ce soit. Elle marqua une pause pour les faits. Le défendeur ne peut pas offrir le niveau de vie que ses enfants méritent. La pétitionnaire demande la garde principale, une pension alimentaire conforme aux revenus du défendeur et une prestation compensatoire pour compenser la disparité financière. Puis Petra a pris la barre. Dana l'a guidée à travers les questions, chacune conçue pour brosser le portrait d'un mari défaillant. Madame Mayor, pouvez-vous décrire la contribution du défendeur aux revenus du ménage? Il gagne $13,50 de l'heure en nettoyant les sols d'une école primaire. Je subviens aux besoins de cette famille depuis des années. Et la trajectoire de carrière du défendeur, a-t-il fait des efforts pour progresser dans son emploi? Non. Il avait un bon travail en informatique et il a démissionné pour devenir concierge. Je l'ai supplié de trouver quelque chose de mieux. Il a refusé. Selon vous, le défendeur est-il capable de subvenir aux besoins de vos enfants? C'est alors qu'elle l'a dit. Elle s'est légèrement tournée vers la galerie, vers les gens qui regardaient, et a prononcé la phrase qu'elle avait probablement répétée devant le miroir de sa salle de bain ce matin-là. C'est un parasite. Il ne peut même pas nourrir ses propres enfants. La galerie a réagi, ricanement, hochement de tête, chuchotement, le petit sourire de Dana Caulfield, la femme au deuxième rang se couvrant la bouche. Je suis resté assis dans mon costume Godwill et n'ai rien dit. Le juge Lavelle a écrit quelque chose sur son bloc-notes. Puis il m'a regardé. Monsieur Mayor, souhaitez-vous contre-interroger le témoin? Non, votre honneur. Souhaitez-vous faire une déclaration? Pas pour le moment, votre honneur. Dana Caulfield semblait surprise. Elle s'attendait à ce que j'argumente, à ce que je me défende, à ce que je lui donne des munitions pour une réplique. Mon silence la déconcertait. Il déconcertait la galerie. Il déconcertait Petra, qui me regardait depuis la barre des témoins avec quelque chose entre la satisfaction et la suspicion, comme une chasseuse qui avait attrapé quelque chose trop facilement. Le juge Lavelle jeta un coup d'œil à son greffier. Un bref échange de regards. Le greffier hocha légèrement la tête. Le tribunal prendra une pause de 20 minutes, dit le juge Lavelle. Je dois examiner une question en chambre. Il se leva. Tout le monde se leva. Il disparut par la porte derrière le banc, et la salle d'audience éclata en chuchotis. Petra se pencha vers Dana. Que se passe-t-il? Pourquoi s'arrête-t-il? Je ne sais pas. Ça peut être n'importe quoi. Ne vous inquiétez pas, nous sommes en bonne position. Il n'était pas en bonne position, il ne le savait pas encore. 22 minutes plus tard, le juge Lavelle revint. La salle d'audience redevint silencieuse. Il s'assit, ajusta ses lunettes et regarda la salle avec une expression que je reconnus. C'était l'expression d'un homme qui venait d'apprendre quelque chose qui avait changé sa compréhension de tout ce qu'il avait entendu dans la dernière heure. Avant de poursuivre, dit-il, j'aimerais aborder un document scellé qui a été soumis à cette cour et vérifié de manière indépendante. Il se tourna vers moi. Monsieur Mayor, j'ai examiné la divulgation financière soumise en votre nom par Fletcher Grigg, avocat de Charleston, Caroline du Sud. Confirmez-vous le contenu de ce dossier? Oui, votre honneur. Et vous autorisez le tribunal à discuter des parties pertinentes avec la partie adverse? Oui. Le juge Lavelle se tourna vers Petra et Dana Caulfield. Avocat, je voudrais voir les deux parties dans mes chambres maintenant. Dana Caulfield se leva, boutonnant sa veste avec le calme entraîné d'une avocate qui ne savait pas ce qui se passait, mais ne voulait pas que la salle d'audience voie son incertitude. Petra se leva aussi, lissant sa jupe, me jetant un coup d'œil. Je me levai et les suivis à travers la porte du cabinet du juge. La pièce était lambrissée, bordée de livres de droit et de décorations militaires encadrées. Un bureau encombré de dossiers, 4 chaises disposées en demi-cercle. Le juge Lavelle était assis derrière son bureau. Nous nous sommes assis devant lui, la porte fermée. Mademoiselle Caulfield, dit le juge Lavelle. Madame Mayor, avant de continuer, je dois poser une question. Il regarda directement Petra. Madame, avez-vous la moindre idée de qui est vraiment votre mari? Petra cligna des yeux. C'est un concierge. Est-ce tout ce que vous croyez qu'il est?
Je ne comprends pas la question, votre honneur. Le juge Lavelle ouvrit un dossier sur son bureau. Monsieur Mayor est l'unique propriétaire de Mayor Digital LLC, une société enregistrée au Delaware qui exploite une plateforme logicielle de cybersécurité appelée Stonewall. Cette plateforme est actuellement licenciée par plus de 400 banques communautaires et coopératives de crédit dans le sud-est des États-Unis. La pièce devint silencieuse. Le logiciel génère des revenus de licence annuels d'environ 2,8 millions de dollars. La valeur nette vérifiée de Monsieur Mayor, confirmée par un expert comptable indépendant, est d'environ 14,6 millions de dollars. Le stylo de Dana Caulfield s'arrêta. Sa bouche s'ouvrit, se referma, s'ouvrit de nouveau. En 19 ans de droit de la famille, elle n'avait jamais vu un dossier exploser entre ses mains comme ça. Petra regarda le juge, puis moi, puis le juge de nouveau. Son visage traversait les émotions comme une machine à sous-parcours les symboles, confusion, incrédulité, choc, puis quelque chose de plus sombre. La lente et progressive prise de conscience que toutes les suppositions qu'elle avait faites sur moi, sur nous, sur l'ensemble de notre mariage, étaient fausses. « C'est impossible », murmura-t-elle. « C'est un concierge. Il nettoie les sols. »« Il le fait », dit le juge Lavelle. « Il a également bâti une entreprise qui protège l'infrastructure financière de 400 communautés. Les deux ne sont pas mutuellement exclusifs. Je n'ai pas 14 millions. » Elle se tourna vers moi. « Corbin, est-ce vrai ?» Je la regardai, cette femme que j'avais aimée. Cette femme qui m'avait traité de parasite en pleine cour il y a 25 minutes. Cette femme qui avait ri avec la galerie à l'idée que je pouvais subvenir aux besoins de mes propres enfants. Oui. Depuis quand? Depuis 2017. Nous nous sommes mariés en 2014. Tu as eu cet argent pendant 7 ans et tu ne me l'as jamais dit. Les actifs sont détenus en fiducie par mon avocat. Ce sont des biens légalement séparés, générés par une entreprise à laquelle tu n'as pas participé et dont tu n'avais pas connaissance. Dana Caulfield retrouva sa voix. Votre honneur, si le défendeur a dissimulé des biens pendant le mariage, c'est un motif de. Les biens n'ont pas été dissimulés, avocate, interrompit le juge Lavelle, ils ont été détenus dans une fiducie légalement structurée par un avocat agréé. La divulgation financière a été déposée auprès de cette cour conformément à la procédure. Il n'y a pas de dissimulation, il y a de la vie privée. Il y a une différence légale significative. Dana ferma la bouche. De plus, la caractérisation de Monsieur Mayor comme, le juge continua, et je cite le témoignage de la pétitionnaire, un parasite qui ne peut pas nourrir ses propres enfants, est non seulement inexact. Mais c'est précisément le genre de témoignage qui préoccupe cette cour lorsqu'elle évalue la compétence et le jugement d'un parent ayant la garde. Le visage de Petra devint blanc. Le juge Lavelle se pencha en arrière. Permettez-moi d'être clair sur ce que j'ai observé aujourd'hui. J'ai observé une pétitionnaire qui a publiquement humilié son conjoint en se basant sur des hypothèses concernant sa situation financière. J'ai observé une avocate qui a bâti tout un dossier autour de ces hypothèses sans même effectuer une diligence raisonnable de base sur la situation financière réelle du défendeur. Et j'ai observé un défendeur qui est resté silencieux pendant tout cela et n'a jamais une seule fois élevé la voix, n'a jamais une seule fois riposté, et n'a jamais une seule fois essayé d'embarrasser la mère de ses enfants en retour. Il me regarda. Monsieur Mayor, souhaitez-vous faire une déclaration maintenant? Je me levai, non pas parce que la cour l'exigeait, mais parce que mon père m'avait appris que lorsque l'on a quelque chose d'important à dire, on se lève et on le dit. Votre honneur, je ne veux pas punir ma femme. Je ne veux pas l'humilier ou lui prendre ses enfants. Ezra et Posy aiment leur mère et ils ont besoin d'elle dans leur vie. Je marquai une pause, sentant le poids des mots suivants avant de les prononcer. J'ai choisi de vivre comme je vis parce que je crois que la valeur d'un homme n'est pas déterminée par sa voiture, ses vêtements ou son compte en banque. Je voulais que mes enfants voient leur père travailler, pas gérer, pas déléguer, travailler. Je voulais qu'ils comprennent que l'homme qui nettoie le sol est aussi précieux que l'homme qui possède le bâtiment. Je voulais qu'ils grandissent sans le poids de l'argent qui façonne ce qu'ils deviennent, parce que j'ai vu ce que ce poids fait aux gens qui ne sont pas prêts pour cela. Je regardais Petra. Elle pleurait maintenant. Tranquillement, le genre de pleurs qui vient de la honte, pas de la tristesse. Je demande la garde partagée, votre honneur. 50-50e. J'ai les moyens de subvenir aux besoins de mes enfants, je les ai toujours eus. Mais plus que cela, j'ai le désir d'être présent pour eux comme mon père l'était pour moi,
chaque matin, chaque soir, chaque instant que je peux obtenir. Le juge Lavelle resta silencieux un long moment. Puis il hocha la tête. Cette cour accordera la garde conjointe 50-50e, avec effet immédiat. La pension alimentaire sera calculée sur les revenus réels des deux parties, y compris les revenus commerciaux du défendeur au pourcentage standard. Aucune pension alimentaire n'est accordée, la disparité financière ne favorisant manifestement pas la requérante. Il fit une pause. La maison conjugale sera vendue et les recettes réparties équitablement. Monsieur Mayor, je vous recommande de retenir un avocat pour les aspects financiers à l'avenir. J'en ai un, votre honneur. Il attend cet appel depuis 9 ans. Le juge Lavelle sourit presque. L'audience est levée. Nous sommes sortis des chambres et sommes retournés dans la salle d'audience. La galerie était toujours là, toujours en attente, toujours curieuse de savoir ce qui s'était passé derrière cette porte close. Ils n'ont pas eu d'explication. Ils n'en méritaient pas. Certaines choses sont entre les personnes à qui elles arrivent et le juge qui en est témoin. Petra m'a rattrapé dans le couloir devant la salle d'audience. Corbin, attends. Je me suis arrêté. Elle avait l'air anéantie, le mascara coulant, les mains tremblantes. La femme polie et confiante qui m'avait traité de parasite une heure auparavant était partie. À sa place se trouvait quelqu'un que j'ai presque reconnu, la femme que j'avais rencontrée en 2012 avant le mépris, la déception et la lente érosion de ce qu'elle avait pu ressentir pour moi. Pourquoi, a-t-elle dit. Pourquoi l'as-tu caché? Nous aurions pu tout avoir. La maison, les vacances, la vie. Nous aurions pu tout donner aux enfants. Je leur ai tout donné, Petra. Je leur ai donné un père qui était à la maison. Un père qui nettoyait les sols et préparait les déjeuners et conduisait une Honda délabrée à leur pièce de théâtre à l'école. Un père qu'ils pouvaient toucher, pas un compte en banque qu'ils pouvaient dépenser. Mais je ne savais pas. Je pensais que tu étais un parasite. Je sais. Tu l'as dit au juge. Elle a tressailli. Tu m'as regardé et tu as vu un concierge. Tu as vu le costume, la voiture et le salaire et tu as décidé que c'était tout ce que j'étais. Tu n'as jamais demandé ce que je faisais dans le garage jusqu'à 3 heures du matin. Tu n'as jamais demandé pourquoi Fletcher Grigg appelait la maison 2 fois par mois. Tu n'as jamais demandé parce que tu t'en fichais. Tu avais déjà décidé que j'étais petit et que rien de ce que je faisais n'allait te faire changer d'avis. J'avais tort. Oui, tu avais tort. Pouvons-nous arranger ça? Pouvons-nous recommencer maintenant que je sais que tu as de l'argent? Elle n'a pas répondu. Elle n'avait pas à le faire. La réponse était sur son visage, transparente comme du verre. Elle ne voulait pas réparer le mariage. Elle voulait avoir accès au compte en banque, et le fait qu'elle ne puisse pas voir la différence était précisément la raison pour laquelle je l'avais caché en premier lieu. Au revoir, Petra. Je suis sorti du tribunal et j'ai respiré l'air de décembre. Savannah en hiver est douce, 14 degrés, une brise de la rivière, l'odeur du magnolia et du sel. Je suis monté dans ma Honda Civic, celle avec du ruban adhésif sur le rétroviseur, et j'ai conduit jusqu'à l'école élémentaire Jefferson pour commencer mon service. 6 mois se sont écoulés. Nous sommes en juin 2025 maintenant. Savannah est en plein été, le genre de chaleur qui fait scintiller l'air au-dessus de l'asphalte et transforme chaque surface en quelque chose que l'on ne veut pas toucher à main nue. Je travaille toujours de nuit à l'école élémentaire Jefferson. Nestor est toujours à côté de moi, serpillière à la main, 5 soirs par semaine. L'école a été mise au courant de la situation au tribunal. Quelqu'un parle toujours, et la directrice, Madame Beaumont, m'a appelé dans son bureau. C'est vrai, Monsieur Mayor? L'histoire de Stonewall? Oui, madame. Et vous voulez toujours travailler ici? Si vous me voulez bien. Elle m'a regardé longtemps. Puis elle a dit, vous êtes l'employé le plus fiable que j'ai. Je me fiche que vous possédiez la moitié de l'État. Soyez ici à 6 heures. La réaction de Nestor a été différente. Les nouvelles locales ont diffusé un bref reportage sur la révélation du tribunal. Juste un segment de 2 minutes, pas de caméra, pas d'entretien, mais suffisamment pour que les gens qui me connaissaient fassent le lien. Nestor m'a confronté pendant notre pause. Nous étions tous les deux assis sur des seaux retournés dans le placard à fourniture en mangeant des sandwichs. Apparemment, tu es millionnaire. Et tu nettoies les sols.
Il faut bien que quelqu'un le fasse. Tu es fou, Corbin. Tu sais ça, n'est-ce pas? Probablement. Il secoua la tête, prit une bouchée de son sandwich, mâcha lentement, puis. Tu nettoies toujours les salles de bain du 2e étage ce soir. Je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. Rien n'a changé entre nous. C'est ça, Nestor, il est la même personne que tu sois riche ou pauvre, et il attend la même chose de toi. C'est pourquoi c'est l'un des meilleurs hommes que je connaisse. Ezra a 9 ans maintenant, Posy en a 5. Ils passent la moitié de leur temps avec moi, la moitié avec Petra. L'arrangement fonctionne. Ce n'est pas parfait, rien ne l'est. Mais cela fonctionne parce que je fais en sorte que cela fonctionne. Parce que je me présente, parce que je suis présent comme mon père l'était. J'ai commencé à apprendre à Ezra à coder. Le samedi matin, sur ma table de cuisine, un vieil ordinateur portable que j'ai acheté d'occasion pour $120. Il ne sait pas qu'il apprend le même langage que son père a utilisé pour construire une entreprise valant des millions. Il pense juste que c'est un jeu. Faire bouger le personnage. Faire changer la couleur. Faire faire à l'ordinateur quelque chose qu'il ne faisait pas avant. Papa, regarde. J'ai fait dessiner un cercle. C'est super, mon pote. Maintenant, fais-lui dessiner 10 cercles. Comment? C'est la partie amusante. Débrouille-toi. Il fronce les sourcils de la même manière que je le faisais à la bibliothèque de Bull Street. 16 ans, les yeux rivés sur un écran, essayant de faire obéir la machine. La même concentration, le même refus obstiné d'abandonner. Posy s'assied à côté de nous et dessine des chats avec des crayons de couleur. Elle ne se soucie pas du codage. Elle se soucie des chats. Et c'est très bien. Elle trouvera sa voie. Je serai là quand elle le fera. Petra s'est ajustée lentement, douloureusement. Le divorce l'a humiliée d'une manière qu'elle ne s'attendait pas, je pense. La femme qui est entrée dans cette salle d'audience en croyant qu'elle était la réussite et que j'étais l'échec est repartie en comprenant qu'elle avait passé 10 ans à mesurer les mauvaises choses. Je ne sais pas si cette compréhension la changera. C'est son chemin, pas le mien. Elle m'a appelé la semaine dernière. Pas pour les enfants, pas pour la logistique, juste pour parler. Tu te souviens de la nuit où Ezra est né, m'a-t-elle demandé. Bien sûr. Tu es resté éveillé toute la nuit. Pas parce qu'il pleurait, mais parce que tu le regardais respirer. Tu es resté assis sur cette chaise à côté du berceau et tu l'as juste regardé respirer pendant 6 heures. Je me souviens. Pourquoi? Parce que je ne pouvais pas croire qu'il était réel. Je ne pouvais pas croire que quelque chose d'aussi parfait existait et que c'était le mien et que personne ne pouvait me l'enlever. Elle est restée silencieuse pendant longtemps. Je pense que c'est là que j'aurais dû savoir. Savoir quoi? Que tu n'as jamais été un petit homme, Corbin. Je ne pouvais juste pas le voir. Ma mère est venue dîner dimanche dernier. J'ai fait des crevettes et du gruau, la recette de mon père, celle qu'il avait apprise de son père, qu'il avait apprise d'un homme sur un quai à Thunderbolt il y a 60 ans. Ezra m'a aidé à décortiquer les crevettes. Posy a mis la table, plaçant les fourchettes du mauvais côté parce qu'elle a 5 ans et que les fourchettes n'ont pas encore de côté. Ma mère était assise à la table de la cuisine, nous regardant. Elle a 67 ans maintenant, plus petite qu'avant, courbée par 22 ans à soulever des matelas d'hôtel, mais ses yeux sont vifs et son sourire est le même que celui que j'ai connu depuis ma naissance. Ton père aurait adoré ça, dit-elle. Je sais, maman. Il aurait aimé la façon dont tu vis, le travail, les mains, le fait de ne pas t'exhiber. Elle a regardé autour de l'appartement, les meubles d'occasion, la vieille télévision, la pile de livres de bibliothèque sur le comptoir. Il aurait compris. Je l'ai appris de lui. Tu as appris beaucoup de choses de lui, mais la plus importante, c'était ça. Elle m'a montré du doigt, puis Ezra, puis Posy. Être ici, c'est tout ce que ton père a toujours voulu faire, juste être ici. Je passe la serpillière dans le couloir de l'école primaire Jefferson en ce moment même. Il est 23h47. Le bâtiment est silencieux, à l'exception du grincement de mes chaussures sur le linoléum et du bourdonnement lointain du système de CVC que quelqu'un, pas moi, entretient. Nestor est 2 couloirs plus loin, chantant quelque chose en espagnol qui semble plus triste qu'il ne l'est. Mon téléphone vibre dans ma poche. Une notification de Fletcher.
Une autre banque vient de signer une licence Stonewall. Projection de revenus pour l'année prochaine, 3,1 millions de dollars. Je le lis, range mon téléphone, prends la serpillière. Parce que l'argent n'a jamais été le but. L'argent est ce que j'ai construit. Mais le travail, le vrai travail, le fait de se montrer, d'être présent, d'apprendre à mon fils à coder et de laisser ma fille dessiner des chats. D'appeler ma mère tous les dimanches et de passer la serpillière aux côtés d'un homme de Saint-Domingue qui ne sait pas et ne se soucie pas de ce qu'il y a sur mon compte en banque. C'est ce que je suis. Ma femme a dit au juge que j'étais un parasite. La salle d'audience a ri. Je suis resté assis dans mon costume Godwill et je n'ai rien dit. Puis le juge a découvert qui j'étais vraiment. Et la salle d'audience a cessé de rire. Mais voici le truc, l'opinion du juge n'a pas changé qui je suis. L'opinion de Petra n'a pas changé qui je suis. Les rires de la salle d'audience n'ont pas changé qui je suis. J'étais le même homme avant la révélation qu'après. Les mêmes mains, le même travail, le même amour pour mes enfants, la même Honda Civic avec du ruban adhésif sur le rétroviseur. La seule chose qui a changé, c'est ce que les autres pouvaient voir. Maintenant, je veux vous poser une question. Que feriez-vous si vous aviez 14 millions de dollars et que personne ne le savait? Achèteriez-vous la grande maison et la voiture de luxe et vous assureriez-vous que tout le monde le voit? Ou continuer à passer la serpillière? Et voici la question plus profonde. Avez-vous déjà été rabaissé par quelqu'un qui ne connaissait pas votre véritable valeur, pas votre valeur financière, votre valeur humaine? Avez-vous déjà été jugé par votre titre de poste, votre salaire, vos vêtements, et avez-vous su au fond de vous que la personne qui vous jugeait n'avait aucune idée de ce qu'elle regardait? Laissez votre réponse dans les commentaires. Je les lis toutes. Si cette histoire vous a touché quelque part, appuyez sur le bouton j'aime. Partagez-la avec quelqu'un qui a été sous-estimé, quelqu'un qui a été traité de parasite, quelqu'un qui sait que l'homme qui passe la serpillière pourrait bien être la personne la plus importante du bâtiment. Commentez vos réflexions ci-dessous et abonnez-vous à la chaîne pour ne jamais manquer une autre histoire.